Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session donc de ce qu'on appelait d'ailleurs à un moment l'école des parents, et pourquoi pas. Au fond, c'est merveilleux de voir qu'on est capable de prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir à toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui en tant que parents. Et c'est une preuve de maturité, c'est une preuve d'intelligence. Et tout simplement, je vous félicite. Je vous félicite d'être capable de prendre le temps de réfléchir pour élaborer peut-être des nouvelles stratégies éducatives. Et ce soir, si vous le voulez bien, on va réfléchir ensemble sur une problématique ultra classique et que l'on retrouve, je pense, dans tous les couples du monde. Cette problématique, c'est celle que j'ai appelée deux parents, une seule voix, V-O-I-E, notion de direction, et voix V-O-I-X. Tout couple qui se respecte, eh bien, s'est retrouvé confronté d'une manière ou d'une autre à un moment à cet enjeu de savoir comment allons-nous faire pour pouvoir avoir une démarche éducative commune par rapport à nos enfants. Alors, en introduction de cela, il est intéressant de constater que le terme de parent, qui se dit en hébreu aujourd'hui horim, horé, horim, en hébreu, on ne le trouve pas dans la Torah. On ne trouve pas dans la Torah la notion de horim. On trouve par contre, de manière régulière, Av, M étant la mère, Av étant le père. Ces deux notions-là, on les retrouve sans aucune difficulté. Elles sont présentes de manière régulière à l'intérieur du texte. Mais par contre, on ne voit pas le terme de Horim. Alors, comment se fait-il qu'on ne voit pas le terme de Horim de parents? Eh bien, nous allons essayer de le comprendre justement à travers un texte qui nous pose la problématique de l'éducation, mais de manière quand même assez bouleversante, puisqu'il nous parle d'un échec. Il nous parle d'un échec, et c'est là où on va voir la rencontre entre les parents, qui ne s'appellent pas Horim, mais justement Av, M, Av, le père, la mère, le père, et qui se trouve là. On trouve dans la Torah, bien sûr, à un moment des paroles dans lesquelles on nous parle de transmission. Rappelons-nous qu'à propos d'Abraham, notre patriarche, le verset dit, qui datif, Dieu dit que, au fond, la raison essentielle de cette proximité qu'il va avoir avec Abraham, c'est parce qu'il sait qu'il va littéralement ordonner à ses enfants et à ses petits-enfants afin qu'ils gardent le chemin de Dieu. Alors, ça serait déjà toute une explication de texte, s'arrêter, c'est quoi ce terme d'ordonner, pourquoi ordre, alors qu'on est dans l'univers de l'éducation, c'est pas le sujet de ce soir. Mais là-bas, on voit en effet bien cette notion qu'il y a une nécessité de transmettre. On le voit aussi dans le texte, entre autres, du schéma, dans lequel on nous demande et on nous fait l'injonction de transmettre le savoir et la connaissance de la Torah à nos enfants. On voit des histoires dans lesquelles il y a des parents et des enfants, mais là, on voit la problématique parents-enfants dans un élément d'éducation. Eh bien, c'est dans un texte assez bouleversant qui nous parle d'une situation qui ne va jamais exister, mais néanmoins, la Torah nous en parle, ce qui est quand même assez surprenant aussi. De quelle situation parle-t-on? De celle que l'on appelle Ben Sorer ou Moré, c'est-à-dire du fils dévoyé et rebelle. De quoi s'agit-il très rapidement? La Torah nous dit qu'il s'agit donc d'un enfant qui, entre l'âge de 12 et 13 ans, pendant 6 mois exactement de cette période, va se retrouver à non pas cambrioler des banques, non pas devenir dealer de je ne sais trop quoi, mais il est Zolel veut sauver, il s'empiffre. Il mange de la viande et il boit du vin, mais de manière exagérée. Et ses parents viennent, essayent de l'empêcher d'être dans cette consommation trop importante de viande et de vin. Et le texte nous dit, si l'enfant n'écoute pas, eh bien on l'amène au tribunal, et s'il refuse d'être à l'écoute de ses parents, il est condamné à mort. Alors là, évidemment, je comprends que tout le monde saute en l'air, parce que c'est quoi cette histoire de fou? C'est quoi, pardonnez-moi, cette histoire de fou? C'est-à-dire, on a un enfant,
Ok, certains vont dire, mais je ne comprends pas, mais s'il mange, c'est qu'il doit compenser, la boisson, c'est pour... Que sais-je? La Torah nous dit, voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant de voir sur place, et on va décrypter ce texte, et il va être l'ouverture justement de notre réflexion sur deux parents, une seule voix. Eh bien, on a ici un texte dans lequel le verset va nous dire à un moment, « Enenu shomer bekol aviv ou bekol imo ». Cet enfant n'écoute pas, kol aviv, la voix de son père, kol imo, la voix de sa mère. Intéressant. Kol aviv, vekol imo, la voix du père, la voix de la mère, pardonnez-moi. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Kol horim, la voix des parents? Non, kol aviv, kol imo. Et vous savez que chaque élément que l'on trouve dans le texte de la Torah est analysé par les maîtres du Talmud comme source d'enseignement. Et ici, ils apprennent entre autres de l'utilisation de la voix du père, la voix de la mère, ad sheiye kolehem shavim, kolot shavim, que l'enfant ne peut être condamné que dans la mesure où la voix des parents est identique. Traduction, non pas juste au niveau des mots utilisés, mais même du timbre de la voix. C'est-à-dire, vous fermez les yeux, vous n'arrivez pas à savoir si c'est monsieur ou madame, madame ou monsieur qui chante. C'est-à-dire, soit monsieur est castrat, soit madame est ténor, enfin, quelque chose qui ne peut exister. Et d'autres conditions encore que le Talmud apprend qui fait que ce cas est techniquement impossible. Et d'ailleurs, le Talmud nous dit que cette histoire ne peut pas exister, mais si la Torah nous en parle, c'est entre autres pour que nous puissions en apprendre un certain nombre d'enseignements. Et je voudrais commencer ma réflexion avec vous justement sur ce point-là. La Torah ici nous parle au fond d'un cas dans lequel nous aurions ce que l'on appelle un enfant dysfonctionnel. Alors pourquoi la Torah nous parle de cette dimension-là à travers la consommation de viande et cette boisson? Pourquoi à cet âge? C'est ça justement tous les développements que nous pourrions faire mais qui ne sont pas le sujet de ce soir. Ce soir, ce qui nous intéresse, c'est de nous arrêter sur un point qui empêcherait la condamnation de cet enfant. Cet enfant ne peut pas être condamné, c'est-à-dire en deux mots, il n'est pas responsable parce qu'il y a responsabilité partagée des parents au niveau de l'éducation. Et si, à un moment, il y a une responsabilité des parents dans ce qu'on appellerait ici une forme d'échec de l'enfant, on ne peut pas imputer à l'enfant la totale responsabilité de ses actes. Et c'est quoi l'élément que l'on met en exergue? Kol aviv, kol imo, enan shavim. La voix du père, la voix de la mère ne sont pas identiques. C'est-à-dire qu'il y a eu dissonance dans le discours parental. Attention, ce qui est très intéressant ici, c'est de voir que même si les mots ont été identiques, mais que le ton de la voix n'est pas le même, eh bien dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on est ici dans l'univers de la subtilité, dans l'univers dans lequel on nous dit, si en effet nous avons la certitude que la voix du père, la voix de la mère sont totalement identiques, c'est-à-dire que l'enfant ne voit aucune forme de dissonance dans la parole des parents, qu'il y a une forme d'univers parental tellement construit qu'ils ont été en phase dans la totalité de tout ce que l'enfant peut percevoir de leur unité, alors dans ce cas-là, l'enfant serait coupable. Mais le Talmud te dit, mais ça n'a jamais existé. Donc déjà, on démarre et on s'assure. Une voix identique n'existe pas dans l'univers du couple. Elle n'est pas possible, et la Torah nous dit que cette voix n'a jamais existé, elle n'est pas là. Et c'est quelque chose, au fond, de très intéressant, de réaliser ça. Cette perfection, j'ai envie de dire, illusoire, ne peut pas exister chez l'enfant parce que la Torah nous dit « nos voix ne sont pas identiques ». Pour entrer maintenant dans cette problématique de deux voix, d'une seule voix, comment on fait, comment on construit, tous les conflits qui peuvent se trouver autour de l'enjeu de l'éducation en commun, eh bien, nous allons peut-être revenir un petit peu en amont sur ce qui est à l'origine d'une famille, c'est-à-dire un couple. Lorsque on a construit un couple, on sait très bien que le point de départ du couple, dans sa réalité quotidienne, et non pas dans celle qui est décrite dans des romans à l'eau de rose, c'est quoi?
Eh bien, c'est qu'on est, au fond, face à ce qu'on appellerait dans un autre univers un conflit de loyauté. C'est quoi un conflit de loyauté? C'est que nous avons eu de part et d'autre des modèles. Des modèles qui sont sûrement parfaits, très sympathiques, ce que vous voulez, mais qui évidemment ne peuvent pas être identiques. Le modèle de fonctionnement que nous avons eu dans notre famille ne peut pas être le même modèle que notre conjoint a eu. Pardonnez-moi, ce n'est pas dans le domaine du possible. Il peut y avoir des similitudes. Les deltas peuvent être relativement peu éloignés. Le delta n'est peut-être pas un delta à 180 degrés, mais évidemment qu'il y aura un delta. La difficulté première que l'on va voir dans un couple, et c'est un grand classique, c'est quoi? Eh bien, c'est que j'ai envie d'être loyal avec mon modèle, elle a envie d'être loyale avec son modèle. Le problème, c'est que si mon modèle, je le mets en place, il ne correspond pas totalement au sien. Si elle met le sien totalement en place, il ne correspond pas totalement au mien. Donc, je vais être obligé d'abandonner, et je vais utiliser ici volontairement un terme qui va vous faire réagir, et je le sais, mais je l'assume, il va falloir trahir. Un couple ne se construit que si on se donne la liberté de trahir de part et d'autre le modèle parental, qui n'est pas, attention, le modèle collectif qui était proposé au peuple d'Israël à travers l'univers de la Torah. Après, chacun dans sa relation à la religion, d'accord? Mais ici, évidemment, je ne peux pas ne pas le dire, ne confondons pas ce qui est de notre obligation en tant que juif comme étant l'expression d'un désir parental ou d'une vision parentale de l'existence. C'est-à-dire, ce que la Torah a à dire sur le Shabbat, sur la cacheroute, sur ce que vous voulez, évidemment, c'est ce qu'elle a à nous dire. Maintenant, nos parents vont le transmettre, mais il ne faut pas confondre les deux. Je ferme cette parenthèse et je reviens au sujet. Donc, nous allons être dans une double trahison. Cette trahison, c'est quoi? C'est la capacité que l'on se donne de ne pas se sentir obligé en permanence de valider le modèle parental. C'est-à-dire, je ne me sens pas obligé de me dire que le modèle que j'ai vécu était le bon. La preuve, c'est que je le reproduis. Au niveau de la relation de couple, c'est relativement simple, même si ce n'est pas si simple que cela. Pourquoi? Parce que nous avons eu des fonctionnements différents dans l'organisation du quotidien, dans la manière même de s'accueillir, dans la manière même d'exprimer les choses, dans la manière d'être dans tous les domaines qui sont l'élaboration d'une vie de couple. Et chez moi, on faisait comme ça. Ah non, mais chez moi, on faisait comme ça. Non, mais chez moi, on faisait comme ça. Mais ma mère, elle m'a toujours dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Non, mais chez nous, ma mère, elle m'a dit exactement le contraire. Ok, j'ose espérer qu'on est face à deux adultes et que l'on apprend chacun à savoir renoncer à certaines choses pour donner à l'autre la place d'exister et réciproquement. Et comme je l'ai pu le dire dans d'autres cours, surtout si l'enjeu n'est pas fondamental, si l'enjeu ne touche pas aux fondamentaux de l'existence, au fond, pourquoi ne pas laisser faire, céder et quelque part être grand à travers cela? Au fond, la meilleure manière de céder S''AIDER pour construire quelque chose de fort, c'est tout simplement de céder CEDER. Point. Mais là maintenant, on en arrive à l'éducation des enfants. Et là par contre, évidemment que il y a de fortes chances que les modèles que nous avons vus chez nos propres parents ne soient absolument pas les mêmes. Alors vous savez, ça commence parfois sur des choses qui sont très très simples. C'est quelque chose qui est parfois assez amusant. Ça démarre sur le rapport au vagissement du nourrisson et de savoir si on va lui donner le biberon à la demande ou si ça va se passer à heure fixe. Alors, vous allez dire, bon, généralement c'est la mère. Alors, c'est vrai que quand la maman l'allaite, bon, ok, le père peut se lever par solidarité, ça ne servira pas à grand-chose, mais dès le moment où on passe au biberon, ça peut être très tôt, ça peut être plus tard. Évidemment, mais qu'est-ce que tu te réveilles pour lui donner son biberon alors qu'il pleure? Laisse-le pleurer, ça lui apprendra. C'est comme ça que ma mère m'a dit. Et l'autre, mais pas du tout, ça va le traumatiser. Mais je te dis que ma mère, et je te dis que ma mère. Et c'est là où commence. Alors, volontairement, vous savez, dans les cours, j'aime bien prendre souvent des exemples que j'appelle gros sabots, en forçant un petit peu le trait. Après, chacun s'y retrouve dans sa propre histoire. Et quand je dis c'est sa mère, avec un accent tunisien, je peux le faire aussi avec « mais c'est ma mère qui m'a dit la chose ». Je peux le faire aussi avec l'accent ashkénaze, il n'y a pas de problème, c'est valable partout. Donc, on va être obligé de se poser la question de savoir
Comment est-ce qu'on se donne les moyens de trahir le modèle familial pour pouvoir élaborer ensemble une démarche commune sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Alors, réfléchissons, et je crois que c'est un point sur lequel il faut prendre le temps de s'arrêter. Comment se fait-il que parfois, sur des enjeux que l'on peut qualifier de minimes, si on les remet en perspective d'un projet beaucoup plus global, nous soyons capables justement d'être dans ces fameux conflits de loyauté et ne pas être prêts à être à l'écoute de la parole de l'autre, alors qu'il ne s'agit pas nécessairement au début d'enjeux éducatifs fondamentaux. Comment se fait-il? Eh bien, il y a peut-être un autre travail à faire en amont, qui démarre d'abord au niveau du couple. Parce que là, on parle de couple et d'éducation, donc on ne peut pas, à un moment, ne pas ouvrir un tout petit peu notre réflexion sur le couple. C'est une idée que vous connaissez par cœur. Mais c'est pas grave, ça fait partie des choses qu'on a besoin de se répéter régulièrement. La problématique numéro 1 qu'on a dans une famille, c'est quoi? C'est d'avoir toutes et tous une réponse à une question très simple. Quelle est ma place? Quelle est mon importance? Quelle est ma place? Quelle est mon importance? Dans le couple, quel est le poids que me donne l'autre? Qu'est-ce que je représente pour lui? Et au niveau des enfants, quelle est notre place? Qu'est-ce que je représente pour mes parents? On en a besoin en permanence. Ça ne veut pas dire matin et soir, mais de manière régulière, nous avons besoin d'être assurés et réassurés de la place, sur la place qui est la nôtre. Évidemment, ça passe à travers quoi? Ça passe à travers des situations de vie dans lesquelles l'autre nous révèle notre place en tenant compte de ce que nous sommes et entre autres, de par la vision que nous avons des choses, pour laquelle il est prêt à renoncer sur la sienne propre. On va réfléchir quelques instants. Lorsque l'on est, au fond, dans un couple dans lequel on a pris le temps de manière régulière et récurrente de rassurer l'autre. Non pas en lui faisant des grandes déclarations « Vraiment, tu es l'amour de ma vie, sans toi ma vie ne serait rien ». Bon, on peut le faire, hein, ça peut être très romantique, mais il faut en être profondément convaincu, sinon ça sonne très faux. Mais en donnant du poids à l'autre, en faisant attention à ce qui est important pour lui, en étant capable de montrer à notre conjoint qu'il est au moins aussi important que le coup de téléphone qu'on vient de recevoir, et donc on est capable de dire à l'autre « Désolé, j'ai un rendez-vous urgent qui vient d'arriver, c'est qui? C'est mon conjoint, mon époux ou mon épouse ». Par exemple, ce genre de petits gestes-là qui montrent bien « Mais tu as de la place, tu as de l'importance, sache-le ». C'est fondamental. Lorsqu'on se sent rassuré sur notre place, évidemment que les réflexions qu'on va avoir de part et d'autre sur les démarches éducatives, même si nous n'avons pas les mêmes visions, nous allons les gérer de manière totalement différente. Et ce pour une raison très simple. C'est que nous allons savoir où se situe l'enjeu réel de notre échange et de notre opposition. Il n'y a pas, je pense, de famille dans laquelle il n'y a jamais eu de conflit. C'est quoi un conflit? Un conflit, c'est dès le moment où il y a une opposition. Le vrai problème du conflit, c'est quoi? C'est d'abord la manière dont s'exprime cette opposition, au niveau de la forme, évidemment, mais aussi où est l'enjeu réel du conflit. Et nous allons voir que souvent les difficultés que nous avons de pouvoir communiquer, et plus particulièrement dans le domaine de l'éducation, sont liées au fait que derrière ces opinions différentes, et c'est normal de les avoir. Nous avons vécu dans deux univers. Nous avons une histoire différente, des sensibilités différentes, des perceptions différentes, et on va y revenir dans quelques instants. Eh bien, que derrière ces deux opinions se cache au fond une problématique autre. C'est quoi? D'avoir raison vis-à-vis de l'autre, pour lui montrer ou pour décider que je prends enfin une place. Tu te dois de m'écouter ou je ne peux céder. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que je n'ai pas de place, que je n'existe pas, que je ne représente rien. C'est-à-dire que même dans ce domaine-là, tu ne m'écoutes pas, en deux mots, mais j'existe où? J'existe où? Alors, déjà qu'on est capable de le dire avec des mots, c'est génial, parce que moi, on sait qu'il y a une problématique et on peut la régler, évidemment. Et
C'est sur cela qu'il faut travailler en premier lieu. Avant de suivre allez, je vais pas être gentil, des pseudo-cours de communication, j'ai parfois des pseudo-coachs, eh bien, essayons de réfléchir à autre chose. Ne soyons pas dans les formules, soyons d'abord dans une réflexion par rapport à nous-mêmes. Est-ce que l'autre a conscience de sa valeur et de son importance? Est-ce que mon conjoint réalise qu'il est important à mes yeux? Est-ce que ce conjoint se sent libre de renoncer à son point de vue parce que ça ne remet en aucune manière en cause la place qu'il occupe? Et plus que cela, il sait que même si à un moment il renonce à son point de vue, ce n'est pas vécu comme étant une forme d'échec à l'intérieur d'un conflit, mais tout simplement l'expression de l'intelligence. Si nous avons fait ce travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant de dire à l'autre « mais écoute-moi, mais je comprends pas, mais tu comprends pas, mais c'est ridicule, mais pourquoi tu dis une chose pareille, mais tu te rends pas compte ?» Ça ne servira à rien. On va faire autre chose. En amont, on travaille en amont. On va se dire « mais quels sont les moyens que je vais donner à l'autre de pouvoir être à l'écoute de ma parole ?» Pour qu'il puisse être dans l'écoute, pour qu'il puisse arriver à entendre un point de vue différent, il faut que l'enjeu soit le sujet et rien d'autre. Que l'enjeu soit, est-ce qu'on les met au lit à 8 heures ou est-ce qu'on les laisse encore plus tard parce qu'on est en vacances? Que l'enjeu soit, est-ce qu'on les laisse passer tout un week-end maintenant chez leurs copains ou peut-être pas? Sur lequel il y a des vraies questions. Mais que derrière cela, c'est le sujet. Or, vous allez voir que souvent, derrière le sujet se situe autre chose. Pardonnez-moi si je le répète de manière qui peut vous paraître peut-être un petit peu pesante, mais j'ai l'impression qu'une des clés de la possibilité de construire un échange qui va être productif au niveau de l'éducation et d'arriver à cette voie commune, existe, cette clé c'est là-dedans. Elle se situe là. Un couple dans lequel chacun se sent en sécurité est un couple dans lequel chacun des deux conjoints peut être à l'écoute et peut éventuellement aussi arriver à renoncer à son point de vue pour pouvoir faire prévaloir le point de vue de l'autre ou alors trouver ce que l'on appelle un point de vue nouveau dans lequel on s'est nourri l'un de l'autre. Évidemment, il y a des personnes qui, même si elles se sentent bien dans leur couple, ont une difficulté dans ce domaine. Et cette difficulté, c'est tout simplement de reconnaître qu'à un moment, elles peuvent se tromper. C'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est souvent le fruit d'une éducation. C'est parfois, je ne vais pas rentrer maintenant dans le pourquoi du comment, ça ne serait peut-être pas le moment, mais vous savez, la phrase la plus importante dans une relation de couple, c'est pas « je t'aime ». Il faut le dire très régulièrement. Vous savez que chez nous, les Ashkénazes, j'assume ce que je suis, le jour du mariage, on regarde son épouse, on lui dit « chérie, tu m'entends bien, tu m'écoutes bien, je t'aime ». Et tant que je ne te dis pas le contraire, c'est que je pense la même chose. Bon, c'est pas vrai. Mais il ne s'agit pas de dire « je t'aime ». La phrase sans doute la plus importante dans un couple, et souvent, et je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, eh bien, c'est d'être capable de dire « j'ai eu tort ». Non pas « tu as raison », mais « j'ai eu tort », c'est-à-dire reconnaître qu'on a pu être un moment dans l'erreur. Il y a certaines personnes qui sont adorables, merveilleuses, exceptionnelles, gentilles, mais ça, c'est super compliqué. Pour différentes raisons, si on se retrouve confronté à une personne qui fonctionne de cette manière, il y a une autre stratégie à avoir dans laquelle l'autre ne se sent pas en échec en disant « j'ai eu tort », il faut valoriser son point de vue, mais dire « mais peut-être qu'il y avait un élément qui n'était pas présent qui fait que… » Ce n'est pas de la stratégie, c'est tout simplement aider l'autre à être dans son mouvement, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. On revient donc, maintenant on a travaillé sur ça. Super, ça y est, génial. Vous demandez à mon conjoint, il se sent bien. Il sent qu'il a de la place, il sent qu'il a de l'importance, il se sent respecté, il sent que véritablement son opinion me tient à cœur, je suis à son écoute, qu'il passe avant les autres, voilà. C'est bien, on se sent dans un état de sécurité dans tous les domaines, quel bonheur. D'accord, mais on n'est toujours pas d'accord. C'est-à-dire que on a déjà franchi la première étape, on n'a plus peur de trahir. On a réussi à faire ce travail de se dire
à l'intérieur déjà de la relation de couple, ce n'est pas parce que je ne reproduirai pas le modèle parental que pour autant ça veut dire qu'ils se sont trompés ou que je ne les aime pas, mais nous avons élaboré un modèle qui nous convient à tous les deux. Donc ce travail, on l'a fait. Mazal Tov, superbe. Deuxième travail qui se fait en parallèle, on travaille à l'intérieur de la relation, on peut le faire aussi après 20 ans de mariage, sans aucune ambiguïté. On travaille sur quoi? Sur comment l'autre va se sentir bien à l'intérieur du couple. Pas en sortant une carte bleue. On peut le faire aussi, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est simple, surtout si elle est bien alimentée. Évidemment que si elle n'est pas bien alimentée et qu'on voit qu'un des conjoints fait quelque chose pour l'autre, qui lui fait profondément plaisir, que ça demande pour lui un effort, c'est cet effort en premier lieu que l'on va apprécier, parce que cet effort qu'il fait par rapport à ce qui lui est difficile est révélateur de l'importance qu'il nous donne. Parce que ce qui donne de la valeur à un acte, c'est avant tout le fait que nous allons faire un effort pour l'autre et que l'autre se rende compte qu'au fond, je veux faire quelque chose pour toi et pour tenir compte de toi. Donc ça, ce travail, il a été fait. Maintenant, stade 3, on n'est pas d'accord au niveau des démarches éducatives. Alors, ce qui est très intéressant souvent de constater, c'est que, et ça c'est quelque chose que j'ai pu constater de manière assez régulière, quand les jeunes se rencontrent, ils parlent de beaucoup de choses. Et je leur dis parfois, vous avez parlé de votre vision de l'éducation. Et là, ils vous regardent avec un air ébahi, en disant, mais non, attendez, on va se fiancer, quoi. On aura le temps d'en discuter après. Non, 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 non. Et là, je parle pour les éventuels célibataires à qui je souhaite de se marier, Bezrat Hashem, très, très rapidement, amen, amen. Eh bien, sachez que c'est le genre de choses sur lesquelles ça vaut la peine de parler. Pas les détails de l'éducation au quotidien, mais ce sujet que nous allons essayer d'aborder maintenant ensemble, c'est-à-dire savoir quels sont nos objectifs. La plupart du temps, vous savez, l'éducation, c'est une gestion, voire même gestion de crise. Eh bien, la vision que la Torah a de l'éducation n'est pas la même. On n'est pas là pour être dans la gestion d'un quotidien. On n'est pas là pour pouvoir savoir comment agir ou réagir dans une situation. Le point de départ de cette dimension de deux parents, une seule voix, c'est d'être capable de prendre le temps de se poser et de se dire quel est notre objectif commun à moyen terme et à long terme par rapport à cet enfant. Pousse, je passe. Il sera rabbin, mon fils. Elle sera ingénieure, ma fille. Non, ce n'est pas un objectif commun. Ça, c'est ce qu'il deviendra un jour si nous avons réussi à lui donner les outils pour savoir faire des choix, non pas par rapport à nos projections parentales, mais par rapport à ce qui sera bon pour lui pour être profondément heureux. D'accord, on est bien d'accord là-dessus. On a le droit de rêver aussi, de se dire « Ah, mon fils, l'avocat, ma fille, peu, d'accord. » On a le droit de récupérer ses propres échecs en se projetant sur ses enfants. Il n'y a pas de problème. Dans une vision un peu plus psychanalytique des choses, on a le droit, mais c'est fort peu recommandé, de demander à notre enfant d'être l'expression de notre réussite. Montre qui je suis à travers ce que tu es. Ça, c'est plus compliqué. C'est pas vraiment ce que la Torah nous propose, qu'on soit bien clair. Ce qui est sûr, c'est quel est notre objectif. Et là, souvent, vous arrêtez face aux gens et vous dites, c'est quoi votre objectif au niveau éducation? Alors, souvent, on va entendre les mêmes phrases. Poli, gentil, bien élevé, d'accord, super. Mais ça, c'est l'objectif de tout parent du monde. On est bien d'accord que ce qu'on a envie, c'est de donner à nos enfants ce que j'appellerais le PPCD, le plus petit dénominateur commun qui fait qu'on s'appelle un être humain, qui assume cette dimension de s'appeler un être humain, évidemment. De lui donner par la suite la capacité d'être dans l'indépendance, tout ça, il n'y a aucun problème. Quel est notre objectif commun avec un élément supplémentaire par rapport à cet enfant? Ça veut dire que sur l'idée de pouvoir créer chez lui et inscrire à l'intérieur de sa vie des fondamentaux, surtout au niveau de son humanité profonde, là-dessus, la question ne se pose pas, c'est juste de quelle manière et comment. Mais il y a aussi une réflexion par rapport à l'enfant et sa particularité sur laquelle on va réfléchir dans un second temps. On va s'arrêter d'abord sur ce premier objectif commun qu'on va peut-être verbaliser. C'est intéressant parce que
souvent, on ne dit pas les choses. Pourtant, on est en couple, on a le temps de se parler. Une fois que l'on a cisaillé la fibre et que l'on a gardé que ce qui est nécessaire pour éventuellement écouter un cours sur Zoom ou d'autres choses, une fois que l'on a oublié de payer l'abonnement de Netflix et que comme par hasard, le canal de BFM ne fonctionne plus et autres ambiances du même genre, je ne parle pas du poker en ligne et autre chose, ben, on a du temps. On a du temps. Et si on n'a pas de temps, on en prend. Alors, je fais une petite parenthèse parce que ce que j'ai dit est peut-être cruel par rapport à des personnes qui vivent cette réalité au quotidien. Il n'y a pas un jugement de valeur, évidemment. Ce qu'il faut, c'est se dire, c'est peut-être le moment où il faut savoir éteindre certaines choses pour s'investir par rapport à ce qui est important. Il vaut mieux prendre du temps quand les enfants sont petits, pendant quelques années, voire même parfois dormir un peu plus tard pour avoir le temps d'échanger au niveau de la démarche éducative, et après dormir tranquille pendant des dizaines d'années, plutôt que de ne pas prendre ce temps et par la suite peut-être justement ne pas dormir. C'est juste un problème de gestion de priorité. Mais je comprends parfaitement que on est dans un monde dans lequel on est sous pression, on court, il y a cette notion de détente et qui est tellement répandue que, évidemment, on ne peut même pas imaginer ne pas le faire. Moi, je ne peux même pas imaginer le faire parce que c'est pas quelque chose qui me manque. Ce n'est pas quelque chose qui me manque. Mais ça vous manque pas? Non, je suis vraiment désolé, je m'excuse, vraiment, je vous prie de m'excuser, ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas. Ok. Revenons donc à ces moments que l'on va choisir, dans lesquels on va commencer à construire cette voie commune, parce que la voie commune, elle commence d'abord par une voie V-O-I-E qui s'entend des deux côtés. Et cette voie commune, c'est quoi? C'est de commencer à échanger sur, mais au fond, quelles sont les choses qui, d'après toi, devraient être présentes chez cet enfant lorsqu'il aura 10 ans? Qu'est-ce qu'on aimerait que soit présent chez lui à cet âge-là? Et dans 3 ans. Et c'est très intéressant parce que parfois on n'a pas eu le temps de se poser, de se dire. Et même si c'est du domaine de l'évidence, le fait de le formuler, de le verbaliser, est exceptionnel. Et vous allez avoir votre conjoint qui va dire, eh bien moi, je pense que ce qui serait très important, c'est que à l'âge de 10 ans, on puisse le voir et réaliser qu'au fond, il est devenu indépendant. Et là, on va commencer à créer un lien dans le couple. Pourquoi? Parce qu'on va dire à son conjoint, j'entends ce que tu dis, on reçoit la parole de l'autre, ça veut dire quoi pour toi indépendant? Et l'autre va nous donner son explication de texte. Et on va juste être à l'écoute. On ne va pas dire tout de suite, non mais moi je pense que. Ça participe en effet de cette possibilité d'élaborer cette voie commune. Parce que, l'autre, on est dans une demande et dans un besoin d'entendre, et au-delà de ça, en lui demandant de nous donner des explications de texte sur des concepts, on pourra d'abord être plus proche des choses, mais surtout on pourra découvrir quel est le dictionnaire de l'autre, et ça sera pas mal du tout. Indépendant, sens de l'effort, gentil, que sais-je? Et si l'autre nous dit « mais j'en sais rien », eh bien l'autre est libre de nous dire « je ne sais pas ». Et on doit être capable de le dire, mais c'est vrai que la question n'est pas simple. Alors, de mon côté, voilà ce à quoi j'ai pensé. Et à partir de cela, évidemment, ça peut ouvrir chez l'autre aussi une réflexion par rapport à cela. Sur cela, ça va être le point de départ de la voie commune. On ne va pas rentrer dans à quelle heure il doit se coucher. Est-ce qu'il doit se brosser les dents? La question ne se pose pas. Ils doivent se brosser les dents. Bien sûr, si même parfois ils sont un peu crapules, je les suis brossés, tu parles. C'est les je les suis brossés des enfants de 3-4 ans. D'accord? Je les ai su brossés, on connaît. Bon. Mais ce qui va être important, c'est de réaliser qu'au fond, sur certains points, on a envie d'arriver à la même chose. Et donc déjà, il y a un désir commun. Et ce désir commun, il est important. Il y a que ça me rassure de voir qu'au fond, on a envie de faire aboutir les choses et qu'on aimerait que ça soit là. Là où, en effet, il va commencer à y avoir une réflexion et peut-être 2 voies différentes, c'est qu'il y aura sûrement certains points en commun. Là-dessus, c'est sûr. On va découvrir des points communs, la question ne se posera pas. L'autre, parfois, va nous dire des choses qui nous surprennent complètement. Et on pourra lui dire, c'est très intéressant, je n'aurais jamais pensé à cela, ça m'intéresserait de savoir pourquoi tu dis ça, mais non pas
dans une demande de justification, mais juste pour entendre. On n'est pas là pour dire « moi je pense par rapport à ce que toi tu penses ». Je ne suis pas là pour invalider ce que l'autre dit. Si l'autre me dit « pour moi c'est très important qu'il soit super sportif », je peux lui dire « j'aurais jamais pensé à ça, l'idée est très intéressante, ça veut dire quoi pour toi qu'il soit super sportif ?» Et quelque part, on va mieux comprendre parce que peut-être c'est des valeurs et tout. Et même si on pense que non, vous voyez, c'est très intéressant. C'est vrai, je ne voyais pas les choses de cette manière. En tout cas, pour moi, c'était pas... Mais on n'est pas là pour expliquer à l'autre pourquoi ce qu'il considère comme étant important ne l'est pas. On a le droit de lui dire que nous, dans l'échelle des valeurs, cette chose-là n'est peut-être pas au même niveau que ce que l'autre a défini, mais on est à son écoute et on n'est pas là pour invalider, sauf si bien sûr si l'autre nous dit pour moi ce qui serait intéressant c'est qu'à 12 ans il puisse tout simplement fumer du shit comme un grand. Bon, si c'est ça, je peux comprendre qu'on puisse à un moment commencer à être un peu déstabilisé. Au passage, et là je m'adresse aux dames qui souvent disent oui mais mon mari, je leur dis mais vous lui avez demandé une fois la question? Vous lui demandez souvent d'être le père fouettard. Et je suis désolé, ce n'est pas une attaque contre le féminin que je fais, je ne me permettrai pas. Mais ce n'est pas inintéressant quand même de se poser la question. Que parfois le féminin demande au masculin de jouer le rôle du père fouettard dans le cadre de décisions que le féminin a prises, qui sont peut-être excellentes, il n'y a aucun problème, je ne les remets pas en cause. Mais en 2 mots, tu me demandes d'être ton bras armé. Mais est-ce que tu m'as demandé ce que je pensais de ce qu'il fallait faire? Non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais je peux le comprendre. Alors, la femme me dit oui, mais il ne s'intéresse pas. Tu lui as donné du temps. Oui, mais quand il se passe quelque chose, il n'agit pas. Alors, dans le domaine de l'éducation, les femmes sont les Lucky Luke. Elles tirent plus vite que leur ombre. Les hommes, souvent, ne sont pas dans une réaction immédiate, pour des raisons parfois très structurelles. Ça ne veut pas dire que l'un est bien et l'autre est mal, qu'on soit bien clair. Quand la Torah, d'ailleurs, très souvent, fait émerger les différences structurelles entre le masculin et le féminin, la Torah n'est pas en train de dire « donc, vous voyez, c'est super » ou « qu'est-ce que c'est nul ». Même pas en rêve. Ce sont des réalités structurelles dont on doit tenir compte et qui nous demandent de faire un travail. Pour l'homme, d'être plus dans la réaction pour que la femme ait conscience de sa présence, et pour la femme de savoir être dans l'attente, sauf si on est dans une urgence et que bien sûr il y a 14 verres en équilibre qui vont tomber, où là c'est une rapidité à voir, mais en dehors de ces genres de cas, rares sont les situations dans lesquelles il faut être dans l'immédiateté de la réaction, et donc bien sûr de cette difficulté d'être considéré comme le bras armé de son conjoint. Donc il y a, pardonnez-moi, ici aussi quelque chose de passionnant. C'est que on invite aussi l'homme à jouer son rôle, mais à travers un échange sur des objectifs de construction de l'enfant, avec évidemment, une fois que l'on a élaboré cet objectif, une fois qu'on a trouvé justement cette voie commune sur certains points, et on peut dire, écoute, en tout cas, on est bien d'accord tous les deux que ce point-là, on aimerait beaucoup qu'il soit présent. Alors sur les autres, on pourra en discuter par la suite, mais ça au moins on est d'accord très fortement, quoi. Et c'est là on va se dire que on va avoir des différences de méthode. Et c'est là où souvent il va y avoir des voies différentes dans les méthodes pour pouvoir arriver à cela. Rappelons-nous que la méthode commune quand même, et c'est celle qui nous permet de renforcer énormément le couple, c'est l'univers de l'exemplarité. C'est-à-dire d'essayer, non pas d'être exemplaire, parce que sinon nous serions des anges, et je pense que ça ne doit pas être rigolo du tout d'être marié qu'un ange, d'accord? Mais d'essayer dans les domaines qui pour nous sont fondamentaux au niveau des valeurs que nous voulons que nos enfants puissent avoir, que nous puissions être des modèles, ensemble, tous les deux. Ensemble, chantait-il, n'est-ce pas? Ensemble. Ensemble. Et on va prendre un exemple très simple. La notion de l'effort. C'est quoi l'effort? Si l'effort, c'est d'être capable de se battre, parce qu'on n'a pas le choix, il faut se battre, ce sont les nécessités de la vie qui nous obligent à nous battre. C'est dommage. Faire un effort, c'est créer un monde dans lequel je vais apprendre à avoir des exigences par rapport à moi-même, et je n'attendrai pas que ce soit les réalités du quotidien qui m'obligent à faire un effort. Ça, c'est quoi? C'est décider que même le dimanche matin, allez, je vais la jouer à la religieuse. On se lève pour aller prier. Bon, on met de côté la religion, super.
que dimanche matin, eh bien, je me lève quand même et je ne paresse pas. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de me lever. Et alors? Vous savez, c'est un petit peu comme toutes ces personnes que je ne juge pas, je ne suis pas dans leur situation, et nos maîtres nous disent ne juge personne avant d'être dans sa situation, qui pendant la période du confinement ont été en mode, j'ai pas envie de détente, mais ultra détente. Et l'enfant dit, je vois bien que quand c'est pas nécessaire, tu ne fais pas d'effort. Alors, que tu fasses un effort à 10 heures du matin plutôt que 8 heures, ça s'entend. Mais là, lâcher prise, et on veut que la notion d'effort soit présente. Il dit, bon oui, je ferai des efforts quand il y aura l'enjeu des maths, quand il y aura... Et souvent, ce qui est bête, c'est que nous, on pense effort, parce qu'on veut que cette notion-là soit dirigée vers un cadre particulier qui est la réussite scolaire. Oui, super. Mais comme souvent le couple, ce n'est pas le cas de la réussite scolaire, eh bien on verra les efforts qu'ils sont capables de faire à l'intérieur de le couple. C'est très intéressant, vous rencontrez des gens, ils se sont battus pour obtenir des diplômes incroyables, mais quand vous leur demandez de faire des efforts pour avancer dans leur couple, ah non, mais attends, tu as été capable de faire des choses incroyables pour pouvoir obtenir l'entrée dans telle école, dans tel machin, de faire c'est énorme. Et là, dis-moi, tu sais ce que c'est un effort? Non, parce que l'effort est défini par la nécessité. Comme pour moi, ce n'est pas nécessaire parce que je me débrouille comme ça va, plus ou moins, eh bien, je ne vois pas pourquoi je ferais des efforts. On n'a pas inscrit la notion d'effort ici. On a juste, j'ai même pas envie de dire éduqué, dresser l'enfant à savoir que pour obtenir certaines choses qu'il considère comme étant fondamentales, tu n'as pas le choix, il va falloir se battre. Voilà. Donc, je reprends. Là, on peut faire un travail de une seule voie, VOIX, à travers le fait que l'on va être capable de se dire, peut-être que sur ce point-là, nous allons ensemble essayer d'être dans l'exemplarité autant que faire se peut. Et évidemment, nous acceptons dès le début que nous serons l'un et l'autre à des moments, et c'est normal, en mode échec, mais que ça, c'est quelque chose qui nous lie ensemble et qui font que l'on prend une direction. Maintenant, évidemment, dans la démarche éducative, il va y avoir certains points sur lesquels nous ne serons pas d'accord, et à un moment, il va falloir trancher. Je reviens sur ce que je disais. Si l'enjeu, c'est le sujet, et rien que le sujet, et non pas notre place et notre pouvoir et autre chose, donc si le travail a bien été fait, à un moment, soit on va voir un tiers qui connaît les choses et qui sera capable, avec distance, de nous ouvrir peut-être vers un axe X, Y ou Z, ou alors, ensemble, on dit, écoute, on va faire comme tu penses, et là, s'introduit une notion qui est capitale, c'est ce que j'appellerais la solidarité de couple. La solidarité du couple, c'est pas être solidaire au niveau des impôts, qu'on soit bien clair, pas du tout. La solidarité du couple, c'est de décider, article 1, dès lors que nous avons mis en place une démarche et que celle-ci est initiée par mon conjoint, cette démarche est la bonne. Article 2, même si nous constatons que ce n'était pas la bonne démarche, eh bien, je considère que c'était la bonne démarche, mais que concrètement, on va peut-être changer, c'est tout. La solidarité du couple, c'est d'être capable de dire à l'autre, écoute, on a pensé que c'était sans doute comme ça qu'il fallait faire, mais on s'est trompé. Utilisons le on, le nous. Nous avons décidé. Et pas, t'as vu, je t'avais dit. D'abord parce que l'autre, il est au courant qu'on lui a dit. Est-ce qu'on peut avoir de temps à autre un peu d'élégance? Un peu d'élégance de ne pas dire à l'autre, tu vois, c'est bien ce que je t'avais dit. Tu vois que je ne suis pas au courant. Alors pourquoi tu as besoin de me le dire? Pour, dans l'appeler, ça sert à quoi? À rien. Et dans ce cas-là, évidemment, si je me sens agressé, oui, bien sûr, mais toi, tu as vu comment tu t'investis, alors comment tu veux que... Et c'est le thérapeute qui est content, quoi. C'est les classiques, on est tous passés par là, je pense, plus ou moins. D'où la raison de travailler sur cette notion de solidarité. Et cette solidarité, c'est être capable de dire à l'autre, écoute, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et c'est vrai que ce n'est pas grave. La plupart du temps, ce n'est pas grave. Donc, ok, on a pensé que, on s'est trompé, on va être ensemble. Et au passage, les enfants qui perçoivent cette solidarité de couple sont des enfants qui se sentent en sécurité. Et quand ils se sentent en sécurité, évidemment, leurs énergies ne sont pas là pour évacuer leurs angoisses, mais au contraire pour construire, pour se développer plein de choses.
Vous allez me dire, vous êtes bien sympa, monsieur Lemel, mais ça fait beaucoup de choses à travailler. Je suis bien d'accord. J'ouvre des pistes et des réflexions. Et ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps à travailler. Ce n'est pas simple. Il y a plein de choses qui remontent à la surface. C'est de la théorie. C'est comme dans le monde de la théorie, il y a la mise en pratique. C'est comme dans les cours sur la gestion des conflits dans la fratrie. Oui, super. Je suis capable de vous donner un cours, je pense, très sympathique là-dessus. Allez, on va se faire des compliments. Je me décerne une petite médaille en chocolat. D'accord. Mais comme dirait l'autre, venez me voir à la maison le soir à 18h. Bon, ils ont quand même un peu grandi à la maison, mais... Et pourtant, on sait les choses. Mais concrètement, c'est pas si simple. Mon épouse un jour me dit, peut-être que tu te rappelles de ce que tu as dit dans le cours. Et elle avait totalement raison. C'est notre réalité à nous et c'est normal. On est en zone de progression constante. Mais ce travail sur la solidarité du couple, elle va être capitale. Parce que quand on a pris un moment, une direction et un chemin, alors on est ensemble. Et je suis à tes côtés et je me bats à tes côtés, même si je pense que ce n'était pas la bonne chose. Vous savez, sur des choses toutes banales. Bon, aujourd'hui, il y a Waze, d'accord? Mais à l'époque, pré-Waze. Mais je te dis qu'il faut prendre à gauche. T'es sûr? Je suis sûr. Et on arrive, et on n'arrive pas. Et on dit à l'autre, bon, eh ben au moins, on aura pu faire quelques kilomètres sympathiques de plus ensemble. Hop là, et on repart. D'abord, l'autre aura beaucoup de reconnaissance, de voir que nous avons eu l'élégance de ne pas vouloir exploiter à son détriment son erreur, qui aurait pu être la nôtre. Et quelque part, ça rapproche. Au passage, celui qui était le sujet de cette marque d'élégance, ce serait bien s'il disait à l'autre, tu sais, j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure la manière dont tu as pris les choses. Ça renforce, hein, ces mots, ça renforce. Comme quand un mari ou une femme a su gérer une situation et on va lui dire, j'apprécie et je trouve génial comment tu as su gérer cette situation. Bravo Kolakavod, je suis très fier de toi. Ça renforce. Et quand on parle de une seule voix, évidemment que c'est ce qui nous permet par la suite de nous sentir plus proches pour pouvoir échanger, discuter, même si nous n'avons pas les mêmes opinions, évidemment. Alors, ce qui est sûr, c'est que il faut savoir que souvent les enfants font des tests. Alors, je ne sais pas si à vous ça vous est arrivé, mais chez nous, c'est arrivé. Papa, dis-moi, est-ce que je peux? Et vous vous dites, je ne sais pas, tu as demandé à maman ce qu'elle en pense. Papa, je t'en prie, t'es pas capable d'avoir une opinion par toi-même, tu as besoin d'abord de savoir ce qu'elle pense maman. Ah, ils m'ont fait, hein, le coup. Génial, mais ils sont bons les enfants. Genre, mais t'es pas adulte, quoi, tu sais pas, t'es pas un homme. Bon, dites oui, non, mais enfin, j'ai quand même envie de savoir ce que maman pense, d'accord? Comme ça, attends, tu crois que tu vas rentrer et jouer l'un contre l'autre, l'autre contre l'un? On est tombé dans le piège, je vous le garantis, moi en tête. Mais moi, je vous raconte toujours les fois où ça a quand même un peu marché. Évidemment. Pourquoi? Ils aiment bien jouer l'un contre l'autre. Non, mais maman, elle m'a dit que je peux. Si maman, elle t'a dit que tu peux, alors il n'y a pas de problème, tu peux. Et on peut, dans un second temps, venir chez maman et dire, il est venu tout à l'heure me poser une question, il m'a dit que tu lui as permis, il n'y a aucun problème. Quand tu auras un moment, est-ce qu'on pourrait en parler? Parce que je ne sais pas. Moi, j'aurais pensé autrement, mais comme je ne sais pas pourquoi tu lui as dit ça, donc c'est sûr et certain qu'il faut qu'on en discute. C'est-à-dire, en deux mots, ça ne sert à rien, on est dans la situation, parce que s'il a envie en disant « mais je ne comprends pas, mais pourquoi tu as dit, tu ne peux même pas me demander, moi je lui avais dit, etc. » C'est le conflit, et ça ne sert à rien, et l'enfant est là, il observe. Et il peut jouer aussi, entre les deux. Donc, venir vers l'autre, dire « il m'a posé la question, mais il m'a dit que tu lui as permis, ou tu ne lui as pas permis, ou tu lui as dit ceci, ceci, cela. » Si on considère que c'est quelque chose de très important, et je vais vous donner un exemple très simple, est-ce que je peux partir chez mes copines faire une soirée pyjama? Et le papa ou la maman a dit oui. Pourquoi? Parce que peace and love, ils ne se rendent pas compte que parfois dans ces soirées pyjama, c'est la 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 la, et je ne suis pas le pessimiste de nature, mais pour diriger la structure de la maison de la famille, et la structure lève ta voix, qui est aide aux enfants victimes d'abus, et plus particulièrement sexuels dans la communauté, je peux vous garantir que ce n'est pas toujours aussi rose. Sur ce genre de cas, on peut venir voir son conjoint et dire, écoute, tu lui as dit, très sincèrement, puisque tu lui as dit oui, je ne peux pas lui dire non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que à 11h, on vient le chercher. Ah, mais je lui ai dit qu'il pourrait passer la nuit, ça j'entends, on en parlera après, et dire, maman
et moi, nous avons discuté, il y a quelque chose que, et donc c'est la raison. Mais c'est pas sympa, mais pourquoi? C'est comme ça. D'accord? Donc il y a certaines choses sur lesquelles on peut à un moment dire à l'autre, écoute, là, non. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux qui sont bien plus importants que ce que l'on peut imaginer. Mais au-delà de ces cas qui seront relativement rares, parce que là, c'est dans l'immédiat, parce que c'est pas sur quelque chose qui est fondamental, mais qui s'étale sur le temps. D'accord? Où là, on peut reprendre la discussion, rééchanger et récupérer l'enfant et refaire passer d'autres messages. Là, il est devant le pas de la porte. Et là, en effet, il y a peut-être eu un moment, un manque, entre guillemets, pas de réflexion, qui ne veut pas dire d'intelligence. Hein. Manque de réflexion, c'est que voilà, on a pensé l'instant et on n'a pas réfléchi à d'autres choses. Où là, en effet, on peut se permettre. Parce qu'on est face à quelque chose qui est un enjeu réel et la réaction doit être dans la quasi-immédiateté. Mais comme je vous l'ai dit, ce type de cas sont relativement restreints, voire même très peu nombreux. Au passage, c'est intéressant quand les enfants vont arriver à ce type d'âge dans lequel ils peuvent nous demander certaines choses sur lesquelles il faut faire attention, de déjà en amont en discuter. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du téléphone portable? On est bien d'accord qu'il ne peut pas en avoir, qu'à un moment, on n'aura peut-être pas le choix parce qu'ils l'auront tous. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit quand il nous le demande? Et comment on fait? Et quelle va être notre stratégie commune? Au passage, on avertit les grands-parents, s'il vous plaît, les cadeaux, c'est très sympa, pas de portable, point à la ligne. D'accord? On travaille en amont. Mais ça, c'est toujours le fruit de cet échange. Alors, évidemment qu'il y a quelque chose sur lequel on doit aussi réfléchir, et qui est un enrichissement extraordinaire. Et c'est sur cela que je vais conclure avant de passer à vos questions. Et je réalise qu'au fond, c'est quelque chose qui, ce sujet en tout cas, est loin d'être épuisé, mais je voudrais encore aborder ce point avant de passer à vos questions, qui vont être évidemment aussi, à mon sens, importantes, parce qu'elles vont nous permettre d'aller plus loin dans ce sujet. Il faut aussi se rappeler qu'un couple, c'est génial parce que c'est deux êtres totalement différents, c'est un homme et une femme. Et c'est ça la génialité du couple, c'est que une femme et un homme n'ont pas la même sensibilité, n'ont pas la même perception, n'ont pas les mêmes ressentis. Nos maîtres disent que le féminin, entre autres, d'Atan Kala a un esprit léger. Alors bien sûr, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Sur place, vous regardez les commentaires. L'esprit léger, c'est-à-dire que la femme est capable d'être sur plusieurs choses à la fois. Elle est capable en permanence de passer d'un univers à l'autre sans aucune difficulté. Il y a encore d'autres explications qui sont très intéressantes. Donc, je vois, j'identifie, je suis là et en même temps je suis là, je fais la machine en même temps. L'homme, souvent, est plus... Il y a une sensibilité féminine et une sensibilité masculine. Ce n'est pas que les femmes ont de la sensibilité et les hommes n'en ont pas. Il y a une sensibilité féminine, une perception, un ressenti, qui est féminin et que l'homme ne possède pas. Il y a cette binayotera, cette intuition féminine, cette perception, ce ressenti, que l'homme n'arrive pas toujours à avoir. Et c'est vrai que ce qui va être très intéressant, c'est que parfois le masculin, et ça peut être le contraire aussi, va d'abord analyser une situation avec sa tête. Avec sa tête, et une femme va d'abord essayer de comprendre ce qui se passe, mais de percevoir. Elle va voir certaines petites choses que nous, on n'a pas du tout vues et qui vont l'alerter. Et évidemment, c'est là où il va y avoir parfois des difficultés parce que moi, je n'ai pas vu le truc. Toi, tu le vois. Je ne comprends pas comment tu le vois parce que c'est ta sensibilité que je n'ai pas. Et c'est là où il y a ce qu'on appelle une relation de confiance. Écoute, je pense qu'ici, il y a quelque chose sur lequel il faudrait qu'on fasse attention. Je pense quelque chose ici sur lequel ça serait bien qu'on discute. Mais je ne sais pas, moi, ça m'a l'air d'être bien. Voilà, tout là. Oui, mais enfin. Ça fait partie des choses que l'on va découvrir au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'on va s'enrichir de cela. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est que on va peut-être prendre le temps d'aller vers l'autre et de lui dire, en tant que maman, comment tu comprends cette situation? Et l'homme va être à l'écoute de la manière dont une maman, pas en tant que femme, en tant que maman. Et une femme va dire à son conjoint, dis-moi toi en tant que papa, comment tu comprends ça? Et sur la base de cela, on va pouvoir avancer et construire, évidemment. N'oublions pas que la femme voit légèrement plus loin que le bout de son nez. Une femme, elle a une vision qui va bien au-delà de l'instant présent. Ça fait partie d'une de ses forces. Elle se projette
Et une chose qui peut nous sembler peu importante, qui ne l'est pas maintenant, elle sait très bien quel peut être le retentissement par la suite. Elle va enrichir son mari et va lui apprendre à percevoir certaines choses qu'il ne voyait pas. Mais tout dépend de la manière dont on va le dire. Tu sais, je vais te dire en tant que femme, en tant que maman, comment je vois les choses, comment je les ressens, comment je les vis. Et nous, on va découvrir. Et on ne peut pas dire à l'autre, mais c'est ridicule. Mais elle est en train de te dire que c'est ça qu'elle vit, qu'elle ressent. On pourra, à ce moment-là, sur la base de cela, élaborer une réflexion commune. Et idem pour le papa. Moi, en tant que père, je ne comprends pas les choses de cette manière. Voilà comment je les comprends. Et c'est ce dialogue-là qui va être présent. Évidemment, et c'est un point qui fâche et que je n'ai pas abordé volontairement, qui viendra peut-être à travers vos questions. Qu'est-ce qu'on fait quand on a deux visions du monde différentes? Et je parle aussi beaucoup pour ces couples qui ont fait un chemin vers la religion, mais on est sur deux échelles différentes. L'un n'est pas meilleur que l'autre. L'un a pris une démarche que l'autre n'a pas voulu ou ne peut pas prendre. Et là, évidemment, comment on fait? Je vais juste ouvrir de nouveau à ce que nous avons vu au début. Quel est l'enjeu? Est-ce que ta démarche vers la religion est l'expression d'un désir de spiritualité réelle? Ou alors beaucoup plus, une forme de réponse face à une angoisse existentielle? Et l'autre peut s'imaginer, mais tu aurais pu voir un thérapeute, ça aurait peut-être fait la même chose. Il peut se l'imaginer. Est-ce que c'est une manière aussi parfois d'instrumentaliser le religieux pour pouvoir prendre le pouvoir? Ah mais c'est la Torah, hein. Et là qu'est-ce que l'autre peut dire? Il faut bien se poser ce type de questions. J'arrive et je mets mes gros sabots en vous disant cela, mais on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion. Évidemment, si un couple a appris à vivre de manière intelligente ensemble, eh bien, on va se poser la question dans l'univers du nous. Du nous. C'est quoi l'univers du nous? C'est se dire, bon, on fait quoi? On fait quoi? Et sur cela, je pense qu'on aura besoin souvent d'aide, de personnes qui sont extérieures et qui auront l'intelligence de savoir où sont les fondamentaux pour l'équilibre de la famille, pour que par la suite, les valeurs que l'on a envie de transmettre de part et d'autre puissent se rejoindre et que l'on puisse réellement faire adhérer ces enfants qui sont avec nous à ces valeurs à travers le vécu harmonieux qu'ils auront vécu dans leur famille. C'est pas simple, c'est pour cela que j'en parle tout à la fin. Ça serait l'objet évidemment d'un cours beaucoup plus long, mais je ne pouvais pas ne pas aborder cette problématique qui est quand même très présente dans la communauté juive. À nous de savoir faire preuve d'intelligence dans la gestion de ce type de sujet et de nous rappeler qu'au fond, cette voie commune, c'est le lieu qui va nous faire grandir parce qu'il nous apprendra à être à l'écoute l'un de l'autre. Il nous apprendra aussi parfois à remettre en cause nos certitudes, à ne pas avoir peur, entre guillemets, d'invalider nos parents dans certains modèles éducatifs qu'ils ont pu avoir, parce que tout simplement, ils resteront nos parents, même si à un moment, eh bien, ils n'ont pas nécessairement su comment faire, et nous le savons, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'être dans un mouvement différent. Toutes ces notions-là méritent d'être pensées, réfléchies. Et il y a un point qui pour moi est très important, je le dis de manière quasi systématique, dans ces cours sur l'éducation, j'aime pas le mot cours sur l'éducation parce que pour moi c'est vraiment un partage de ce que j'ai eu le bonheur d'apprendre, d'abord à travers les enseignements de mon père qui était un éducateur incroyable, de ce que j'ai pu apprendre de mes maîtres, de ce que j'ai pu apprendre à travers une petite expérience, de ce que nos maîtres disent dans leurs écrits aussi. Il faut faire très attention de ne pas utiliser ce que nous partageons ensemble pour pouvoir à un moment mettre l'autre dans une posture difficile. C'est-à-dire que on s'est tous retrouvés à un moment ou à un autre dans ce qu'on a vu ensemble. Moi en tête, évidemment. Et on a tous à un moment vu notre conjoint
dans quelque chose qui aurait dû être et qui n'est pas, ou qui n'a pas été. Et on a tous envie d'une manière ou d'une autre à un moment de dire « t'as entendu ». Ayons l'élégance de ne pas tomber à l'intérieur de ce piège qui ne fera pas progresser. Et quelque part, voyons dans la difficulté qu'a l'autre, eh bien, une proposition qui nous est faite, de faire preuve d'altérité. Tout d'abord en l'aimant comme il l'est, et puis dans un second temps, en lui proposant à travers un échange de pouvoir construire comme lui sera capable de faire vis-à-vis de nous. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir sur ce thème « Deux parents, une seule voix », point d'interrogation. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir pris le temps d'être à l'écoute.